Donc, bonsoir, chers abonnés de la chaîne Marketing TV. Je suis désolé pour ce retard accusé. Ce sont les aléas de la technologie. Alors, nous allons très rapidement commencer notre thème qui porte sur la protection du consommateur dans les transactions électroniques. Alors, les éléments que nous allons aborder dans le cadre de ce thème, dans un premier temps, nous allons essayer de revoir un peu quels sont les différents risques que rencontre le consommateur dans le cadre des transactions électroniques. Et ensuite, essayer de définir les termes. Qu'est-ce qu'on entend par consommateur? De quel consommateur parlons-nous? Qu'est-ce qu'une transaction électronique? Et voir maintenant l'encadrement juridique qui est mis en place dans le cadre donc de la protection de ce consommateur. Mais comme vous le savez, l'Internet s'est développé dans tous les domaines possibles. Donc il constitue donc une source d'information à dimension planétaire, un moyen de communication qui permet donc la rapidité donc de descente extraordinaire dans les activités commerciales. Néanmoins, ce moyen, cet espace virtuel qui constitue l'Internet est un porteur de risques car il permet le développement d'activités illicites, la circulation de fausses informations, la propagation rapide, donc également donc, des virus informatiques. Alors ce qu'il faut maintenant préciser ici, c'est que là, avec le développement de l'Internet, l'activité a été dématérialisée. Elle a dit maintenant, la plupart maintenant des échanges se font à travers l'Internet. Donc, l'autre également chose à préciser, c'est que les échanges classiques, c'est-à-dire le commerce classique, il est toujours en vigueur. Et d'ailleurs, c'est lui qui reçoit plus de consommateurs. Maintenant, dans le cadre maintenant de l'activité, les échanges en ligne, pourquoi le consommateur il mériterait une protection? Est-ce que c'est uniquement dans le cadre des transactions électroniques que le commerçant est protégé? Non. Il faut préciser déjà que le commerçant, depuis longtemps, a été toujours protégé contre son inexpérience, contre son manque d'informations par rapport au produit, par rapport à la qualité, par rapport également au recours, n'est-ce pas, en cas de conflit, quel est le juge qui est compétent pour ce. Alors, ici, c'est comme dans le cadre des relations de travail entre le salarié et l'employeur. On protège le salarié pour son inexpérience par rapport à sa position. C'est la même chose également entre donc, le consommateur et le professionnel. Alors, ici, il s'agit donc du commerçant qui achète en ligne. C'est celui qui nous intéresse, mais pas le consommateur en tant que tel, mais c'est le consommateur qui achète en ligne. Mais il faut également dire, dans le cas des transactions électroniques, ce n'est pas seulement le consommateur qui est protégé. Le cybermarchand, le cybercommerçant également, il fait l'objet d'une protection. Mais nous, notre sujet porte uniquement sur la protection du consommateur, ce qui fait que donc l'essentiel de notre intervention va donc porter sur la protection du consommateur. Voyons voir maintenant ici quelques risques dont rencontre le consommateur dans le cadre donc des transactions électroniques. Les risques rencontrés par le consommateur, il y a d'abord les barrières linguistiques. La plupart des vendeurs en ligne utilisent parfois des langues que certains consommateurs ne comprennent pas. Ici au Sénégal, celui qui vend en ligne utilise la langue française, il y a moins de risques pour le consommateur sénégalais. Mais dès qu'il utilise d'autres langues, comme l'anglais, c'est vrai que l'anglais, il y a beaucoup qui parlent de l'anglais au Sénégal, mais la plupart des consommateurs ils vont rencontrer des problèmes lorsque vous utilisez la langue. Ensuite, vous utilisez par une autre langue comme la langue chinoise ou une langue de l'arabe par exemple. Donc, ils vont avoir des problèmes. Donc, premier facteur de risque que rencontre le consommateur dans le cas des transactions électroniques, c'est le facteur
linguistique. Ensuite, il y a des informations pratiques et pratiques donc, qui sont mensongères. Les biens et les services, parfois, ce qu'on montre en ligne, et en réalité, quand vous voyez que dans la pratique, il y a un certain décalage. Donc là également, c'est un problème que le consommateur peut rencontrer. Il y a la publicité mensongère. Et ça, nous allons voir en ce qui concerne la loi sur la publicité au Sénégal. Certes, elle date de longtemps, mais il y avait une carence donc, en ce qui concerne donc, la publicité en ligne, la publicité électronique. Donc, c'est en partie de 2 minutes, nous allons voir donc, les lois qui ont été, en tout cas, votées au Sénégal en 2 minutes, qui ont prévu ça. Mais la loi sur la publicité, effectivement, elle date de longtemps au Sénégal. Mais cette loi n'avait pas pris en compte le facteur donc, publicité par voie électronique. Ça, nous allons revenir là-dessus. Il y a le manque d'informations claires et suffisantes concernant l'identité et la localisation des commerçants ainsi que les services, les biens, les prix et les garanties. Ça également, le consommateur ne le maîtrise pas. L'anonymat de certains commerçants. Il y a certains vendeurs en ligne, vous ne pouvez pas les contacter directement. Et à ce point, ils ne vont pas mettre là-bas le numéro de téléphone. Bon, tout va se passer à travers donc, la procédure qu'ils vont vous indiquer. Donc il y a également ce problème. C'est ce qui fait que nous allons voir au Sénégal, et la plupart d'ailleurs des pays qui ont mis des cadres juridiques en ce sens, c'est que le commerçant, le vendeur en ligne, il doit donner un certain nombre d'indications pour permettre aux consommateurs de ne pas, en tout cas, prendre beaucoup de risques. Donc, il y a également les incidents concernant la valeur marchande des biens, les problèmes liés au remboursement des produits, le non-respect des politiques de retour, des processus de remboursement longs et fastidieux, les frais de retour, la sécurité des données et les fraudes en ligne. La sécurité des paiements en ligne et par voie mobile, les possibilités de retour, facturation. Alors donc, il y a un certain nombre donc, de problèmes, de risques que le consommateur rencontre en ligne. Et c'est de ce point de vue maintenant, sa protection devient une nécessité, sa protection devient donc une obligation. Alors, il y a beaucoup de risques qu'il prend. Par exemple, il y a d'abord le fait que le consommateur donne toutes ces informations, sa filiation parfois, son prénom, nom, son numéro de carte d'identité nationale, son numéro de téléphone. Parfois même, donc ils donnent toutes les informations, parfois même confidentielles, à quelqu'un parfois qui n'a jamais vu, qui n'a jamais connu. Et d'ailleurs même parfois qui n'a même pas donné une localisation bien précise. Donc ça c'est un risque énorme. C'est ce qui fait que donc il doit être protégé face maintenant à ces personnes-là, face donc à tous ces risques-là. Donc parfois les services clients sont insuffisants, le refus de service après-vente, parfois ça arrive. Ils vont vous dire des choses, dès que vous versez l'argent, alors bonjour les dégâts. Et là également, comment maintenant le consommateur il va essayer de faire. Et également, en cas de conflit, par exemple, si par exemple la vente en ligne se fait entre un consommateur et un vendeur en ligne qui se trouve au Sénégal, il y a moins de problèmes. Mais imaginez maintenant le consommateur se trouve au Sénégal et que le vendeur se trouve dans un autre pays. Comment ça va en cas de problème? Comment on va résoudre le litige? Quel est le juge qui va être compétent? C'est extrêmement important. Là également, on peut revenir sur cet aspect-là. Mais également la date de la conclusion du contrat. Et le lieu de la conclusion du contrat, souvent, pose problème dans le cas des transactions en ligne. Parce que si c'est le contrat classique de droit commun, par exemple, quelqu'un qui dit un sort, l'autre est à Dakar, ils se rencontrent par exemple à Kaolack, ils signent un contrat, c'est clair. Là, ils ont signé le contrat aujourd'hui, le 25 juin 2020. Le lieu de la signature du contrat, c'est à Kaolack. Mais quand l'autre se trouve ici, l'autre se trouve en Amérique, il conclut un contrat à travers l'Internet. Bon, pour la date, peut-être il n'y a pas de problème, mais pour le lieu, est-ce que le contrat a été conclu au Sénégal ou en Amérique?
Donc, toutes ces questions, c'est vrai que même en droit commun au Sénégal ici, on n'a pas répondu de façon claire à ces questions. Donc, voilà un certain nombre donc, de problèmes, de risques que court donc tout consommateur qui risque donc, en tout cas, qui décide aujourd'hui de se ravitailler à travers l'Internet. Mais également, il faut le dire, ça se développe. C'est vrai qu'en Afrique, donc, par rapport à certains pays développés, nous sommes un peu en retard par rapport au développement du commerce électronique. Mais il faut remarquer quand même, il faut le dire, que quand même ça se développe. Et aujourd'hui, quand tout à l'heure je vous disais, c'est un thème d'actualité, aujourd'hui nous avons constaté avec l'avènement du coronavirus, même au Sénégal, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'intervenaient pas en ligne, ont déjà commencé donc à faire à vendre en ligne. Ils vont faire des offres. Maintenant, il y a différents types d'offres. Il y a des offres, des ventes de produits, ventes de services. Donc, les offres sont multiples et variées. Donc, avec l'avènement du coronavirus, nous avons constaté donc, effectivement que beaucoup d'entreprises maintenant font recours à cette technique. Parce que déjà, il faut le noter, la vente en ligne, c'est moins coûteux pour ces entreprises. Et également, pour le client, par exemple, le consommateur, il a le choix, à travers maintenant ces réseaux, à travers donc l'Internet, de pouvoir comparer les prix jusqu'à obtenir le prix le moins cher avec le même produit. Et également, cela fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il n'y a pas d'arrêt. Donc, il y a toutes ces facilités-là, mais ces facilités, il y a des risques derrière. Et ici, souvent, c'est le consommateur qui court plus de risques. C'est ce qui fait que donc, lui, il mérite une protection particulière. Nous allons voir au Sénégal, nous avons mis, comme à l'image de quelques pays, deux outils de protection. Nous allons revenir sur ça dans nos développements. C'est le droit à l'information, mais également le droit de rétractation. Nous allons donc revenir sur ces notions-là. Alors, à propos maintenant des définitions. Les transactions électroniques sont définies en droit sénégalais. Ainsi, au terme donc de l'article 8 de la loi numéro 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques, donc les transactions électroniques sont définies comme étant l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens et la prestation de services. Donc, nous avons donc une définition légale donc, des transactions électroniques au Sénégal à travers donc, de l'article 8 de la loi de 2008 sur les transactions électroniques. Il englobe aussi les services tels que ceux qui consistent donc à fournir des informations en ligne, des communications commerciales, des outils de recherche, l'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication, d'hébergement, d'information, même s'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent. Donc, même si les services que vous faites en ligne, même si ce n'est pas des services qui sont rémunérés, cela n'empêche pas à ce que le fournisseur de ce service engage sa responsabilité vis-à-vis donc du consommateur. Alors, selon la définition de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération de développement économique, le commerce électronique est la vente ou l'achat de biens ou de services effectués par une entreprise, en particulier administration ou toute entité publique ou privée, est réalisée au moins d'un réseau électronique. Donc, c'est ce qui fait que donc, on va distinguer l'échange électronique entre entreprises ou l'échange électronique, le commerce électronique entre particuliers. Ça également, c'est possible. Le commerce, l'échange électronique entre les entreprises privées et le gouvernement. Pour ce qui est maintenant du consommateur, il faut dire, dans le maillage juridique sénégalais, le terme consommateur, bien qu'apparaissant dans la loi de 1994 sur la concurrence, les prix et le contentieux économique, en son article 32, aucun contenu ne lui est cependant donné. Et là, maintenant, il faut faire recours
au législateur OHADA qui donne une précision par rapport à la notion de consommateur. Ainsi, le législateur OHADA, à travers donc l'article 203 de l'acte uniforme sur le droit commercial général, définit le consommateur comme étant toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité personnelle. Alors là maintenant nous allons voir donc quelques textes juridiques élaborés par le Sénégal et quelques pays en Afrique, Europe et sur l'international. Donc pour le Sénégal, nous avons ici fait mention de 6 textes juridiques. Mais les 2 premiers sont des textes qui sont un peu anciens par rapport aux 4 nouveaux textes qui sont en tout cas concernent directement l'activité, donc l'internet, l'activité qui se mène en ligne. Il y a d'abord la loi numéro 83 20, donc du 28 janvier 1940 relative à la publicité. Tout à l'heure je vous avais dit, la publicité existait, la loi sur la publicité existait depuis longtemps, depuis 84 et 3 au Sénégal. Mais cette loi ne prévoyait pas la publicité par voie électronique. Donc ce sont les lois de 2008 qui ont prévu donc l'aspect, la publicité par voie électronique. Il y a la loi donc de 1994 sur la concurrence, le prix et le contentieux, qui également fait mention de la notion de consommateur, mais là également, la protection, c'était une protection dans le cadre du commerce des transactions classiques. C'était dans le cadre des transactions classiques. C'est ce qui fait que donc, en 2008, maintenant, il y a le Sénégal qui a pris un certain nombre de dispositions allant dans le sens de sécuriser les transactions électroniques, allant dans le sens de mettre un cadre juridique pour régir le commerce en électronique. Bon. Alors, nous avons la loi de numéro 2008 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques. Ensuite, il y a également la loi de numéro 2008-11 du 25 janvier 2008 portant sur la cybercriminalité. La loi sur la cybercriminalité, effectivement, c'est pour essayer maintenant de prévoir des sanctions du point de vue pénal, les personnes qui vont en tout cas s'adonner à faire une activité illicite sur l'Internet. Il y a le décret maintenant relatif au commerce électronique, qui également date du 30 juin 2008. Et enfin, nous avons la loi sur la protection des données à caractère personnel. Donc là également, cette loi, c'est la loi de 2008. Donc vous voyez ici, au Sénégal quand même, il y a un cadre juridique qui existe. Maintenant, le problème est ce qu'il faut remarquer, est-ce que tous les consommateurs connaissent l'existence de ces textes juridiques qui les protègent? Ça également, c'est un autre problème. Parce que le fait également de mettre un cadre juridique qui protège quelqu'un, et si ce destinataire lui-même il n'est pas informé, il ne sait pas que moi, l'État a mis en place un cadre juridique qui me protège, cela également crée un problème, un autre problème. Parce qu'ici, aujourd'hui, nous avons constaté que beaucoup de Sénégalais, maintenant, font recours, donc, en tout cas, aux transactions électroniques, font asset en ligne. Et dans certaines entreprises, même, vous n'avez même pas le choix. Par exemple, certaines entreprises au Sénégal, comme Jumia, par exemple, vous n'avez pas le choix. Quand vous arrivez là-bas, ils vont vous dire que toute la commande, vous passez ça en ligne. Donc, si vous voulez acheter des produits qui sont vendus par Jumia, vous êtes obligé maintenant de passer par l'électronique. Parce que c'est le seul choix qui vous est offert. Et là, maintenant, ce choix-là, même parfois, au moment même de valider, vous pouvez rencontrer des problèmes. Arriver tout au processus, si vous faites une seule erreur, cela peut avoir des conséquences que vous n'aurez pas, que vous n'avez pas voulu, que vous n'avez pas prévu au départ. Donc, cela donc pose énormément de problèmes. Mais il faut comprendre également, sur le plan africain, le Sénégal n'est pas le seul pays à avoir mis un cadre juridique dans le cadre donc, qui réglemente l'activité qui se mène en ligne, donc les affaires qui se mènent déroulent à travers l'Internet. Alors pourquoi nous jugeons nécessaire de rappeler un peu ces dispositions-là
ou ces textes qui sont élaborés par les autres pays. Parce que tout simplement, avec l'Internet, comme nous l'avons répété tout à l'heure, le monde est devenu donc un village planétaire. Donc un consommateur sénégalais peut voir à travers l'Internet qu'il y a un cybermarchand camerounais qui fait des prestations, qui vend des produits et qui dit, dès que vous, par exemple pour au Sénégal, nous avons là-bas un représentant, dès que vous achetez, vous allez récupérer le produit au niveau de notre représentant qui est basé au Sénégal. Mais il faudra savoir, est-ce que d'abord le commerce électronique et que les transactions électroniques sont encadrées juridiquement au Cameroun? Et cela, déjà c'est un avantage, il y a moins de risques. Déjà, si vous vous rendez compte qu'il y a un cadre juridique en ce sens. Mais à partir du moment où vous vous rendez compte que ce pays n'a rien prévu du point de vue juridique pour encadrer l'activité, les transactions électroniques, le commerce électronique, cela, vous risquez d'avoir des problèmes par rapport à ce niveau. Donc c'est ce qui fait que le consommateur également, il doit aller vers l'information. Parce qu'ici, l'activité maintenant, le commerce électronique, les transactions électroniques de façon générale, donc c'est une activité qui se développe de jour en jour. Et ici, d'ici quelques années, donc on ne sait pas le pourcentage, le taux donc, des transactions, mais on sait que ça va se développer d'année en année. Parce que déjà, il y a la facilité d'abord de l'accès à l'Internet. C'est vrai que même si tout le monde n'a pas accès à l'Internet, mais ici, maintenant, on se rend compte, beaucoup maintenant peuvent avoir une facilité pour accéder à l'Internet. Et donc, dès que vous accédez à l'Internet, encore une fois, vous avez la possibilité, vous rencontrez beaucoup de cybermarchands qui font des offres, et là maintenant, vous allez maintenant essayer d'essayer de voir le prix le moins abordable pour pouvoir le faire. Et donc, encore une fois, il y a certains entreprises maintenant qui vous obligent de faire la commande uniquement en ligne. Uniquement en ligne. Donc, si c'est ces pays, il y a le Cameroun qui a son, mis un cadre juridique, le Gabon, hein, la Guinée-Conakry, la Mauritanie, le Togo. Alors, il y a également l'île Maurice. Alors, on peut parler du cadre île Maurice. Ce qu'il faut comprendre, l'île Maurice est le pays africain le mieux préparé au commerce électronique. En tout cas, c'est ce que montre le classement de 2 minutes de l'indice du commerce électronique d'entreprise à consommateurs établi par la Commission des Nations Unies sur le commerce électronique et le développement. Donc, la CNUCED, en 2 minutes, a établi un rapport pour montrer que l'île Maurice est le pays le numéro 1 en Afrique en termes de préparation, en termes donc de développement du commerce électronique en Afrique. Et l'île Maurice même est classée 55e sur le plan mondial. Donc en Afrique, après les îles Maurice, je pense qu'il y a le Nigeria et l'Afrique du Sud qui suivent par rapport donc aux les pays qui sont les mieux préparés, etc. Alors sur le plan communautaire, il existe quelques textes relatifs aux transactions électroniques. Il y a donc l'IMOA, l'Union économique et monétaire Ouest-Afrique, a adopté un dispositif juridique relatif à la sécurisation des paiements électroniques par la reconnaissance dans la zone de prédilection, la preuve électronique, à travers notamment le règlement 15-2002 IMOA relatif donc au système de paiement dans les États membres de l'IMOA. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Ensuite, au niveau de la CEDEAO, il y a le cadre juridique des transactions commerciales qui repose sur l'acte uniforme, l'acte additionnel, donc du 16 février 2010 portant transactions électroniques. Donc depuis 2010 également, au niveau de la CEDEAO, ils ont élaboré un cadre juridique donc, qui essaie de réglementer les transactions électroniques. Donc ce texte vise à créer un cadre harmonisé par la réglementation des transactions électroniques et reconnaît en conséquence la valeur probatoire de l'électricité. Donc il s'applique à toute transaction de quelque nature que ce soit prenant la forme d'un message électronique. Nous avons également au niveau de l'OHADA l'introduction en 2010 de la signature électronique. Mais pour l'OHADA, il y a un acte uniforme portant sur le commerce électronique qui est en cours. Je pense que l'année dernière, ils ont
au niveau du secrétaire général, ils ont fait une publication pour montrer que quand même il y a l'idée. Ils sont en train de chercher en tout cas des gens qui vont essayer d'élaborer cet acte uniforme-là, qui va maintenant essayer maintenant de... Je sais que si cet acte uniforme portant sur le transaction électronique, le commerce électronique va donc entrer en vigueur, je pense que ça va également changer beaucoup de choses, surtout pour les États donc membres de l'OHADA. Au niveau européen, par exemple, nous avons quelques directives. Nous avons par exemple la directive sur les contrats à distance, n'est-ce pas, du Parlement européen et du Conseil concernant donc la protection du consommateur en matière de contrats à distance. Nous avons également une autre directive, c'est la directive relative au commerce électronique. Voyez donc, même aussi le plan international également, l'FCDE a pris beaucoup de recommandations donc dans le sens de la protection du consommateur vis-à-vis donc des cybermarchands, des cybercommerçants. Même s'il faut reconnaître également les recommandations qui sont élaborées par l'FCDE n'ont pas une valeur juridique, ce n'est pas des recommandations qui ont une valeur juridique comme la loi. Mais quand même, ils ont une valeur morale parce que les partenaires peuvent prendre en compte dans leur comportement, en tout cas, ces recommandations-là. Alors, les outils maintenant de protection du consommateur. Alors, le commerce électronique expose à un certain nombre de difficultés. Les cybermarchands, c'est les cybercommerçants, ce sont ceux-là qui vendent en ligne, qui font des prestations en ligne, qui vendent des offres en ligne. Ne respectent pas toujours toute la réglementation relative au commerce électronique, et plus précisément celle concernant le contrat électronique. C'est ce qui fait que donc, le législateur sénégalais a donc œuvré pour organiser au plan législatif un système de protection des cyberconsommateurs, car l'un des meilleurs moyens d'assurer la sécurité de l'utilisation de l'Internet est donc le développement du commerce électronique, n'est-ce pas? Et de renforcer la protection du cyberconsommateur en développant sa confiance et son information en veillant à ce que les fournisseurs de biens respectent les règles juridiques à cet égard. Donc, il faut que le consommateur ait confiance aux cybermarchands, aux cybercommerçants. Donc, cette confiance-là, c'est à travers les cadres juridiques, à travers la protection qu'on met en place, qu'il va avoir confiance. Mais s'il sait à partir du moment où lui il respecte ses engagements et que l'autre ne respecte pas ses engagements, il y a un cadre juridique qui va le protéger. Il y a un cadre juridique qui va le permettre de se rétablir, d'être rétabli dans ses droits. Ça, c'est extrêmement important à souligner. Alors, donc ici, concernant donc la protection du consommateur, le législateur sénégalais a prévu deux outils principaux. Premièrement, d'abord, il y a l'institution d'une obligation spéciale d'information au profit du consommateur. Alors, le législateur sénégalais, donc, à travers l'article 10 de la loi sur les transactions électroniques, a mis à la charge de toute personne exerçant le commerce électronique l'obligation de s'identifier auprès de ses co-contractants et de leur communiquer ses prix en précisant les frais et taxes qui y sont compris. Donc, lorsque le partenaire professionnel est un consommateur, une obligation d'information vient s'ajouter à celle évoquée plus haut. Alors, nous allons voir très rapidement quel est le contenu maintenant de l'obligation d'information. Les informations apportées à la connaissance du consommateur sont précisées par l'article 24 de la loi sur les transactions électroniques et les articles 8, 9 et 20 du décret relatif au commerce électronique. Il est possible donc de les classer suivant qu'elles doivent être communiquées avant la formation du contrat ou en cours d'exécution de celui-ci. Donc, vous voyez ici, le législateur sénégalais a prévu cette information capitale qui permettra à travers cette information le consommateur va avoir une confiance. Le consommateur va avoir une certaine tranquillité. Donc c'est ce qui fait que donc
le législateur sénégalais a le mérite quand même d'avoir pris donc son temps de pouvoir mettre en place ce cadre juridique. Le professionnel est tenu au terme de l'article 8 du décret précité, c'est-à-dire du décret de 2 minutes sur le commerce électronique, de mettre à la disposition du consommateur, avant la formation du contrat, toutes les données permettant de rentrer avec lui. Il s'agit du nom de son directeur de publication éventuellement, de ses adresses électroniques et postales pour les réclamations et ses numéros de téléphone et fax. Ça, c'est une obligation. Est-ce que dans la pratique, ça se respecte? C'est au consommateur de pouvoir le faire. À partir du moment où maintenant le consommateur sait ce que la loi a prévu et que vous voulez entrer en contact avec un cybermarchand, un commerçant qui vous propose des services, des produits en ligne, et qu'il ne respecte pas ce que la loi a dit, c'est à vous maintenant de voir. Mais ça, c'est qu'à partir du moment où il ne respecte pas, vous savez maintenant ce qu'il y a lieu de faire. En plus, il a l'obligation de communiquer les mesures mises en place pour assurer la protection des données personnelles de ses contractants. Parce que voyez-vous également, le fait de donner toutes ces informations personnelles à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, est-ce qu'il va utiliser ces données-là à d'autres fins? C'est ce qui fait que maintenant, lorsque maintenant, vous avez, quelqu'un propose des produits ou bien un service en ligne, maintenant pour entrer en relation avec lui, il vous demande d'apporter un certain nombre d'informations relatives à votre situation. Et que vous vous rendez compte à la fin que celui-là, il a utilisé vos données à des fins qui sont étrangères à ce qui a été destiné au début. Ça, c'est la loi maintenant, si les données personnelles qui datent de 2 minutes, qui règlent maintenant le problème. C'est la loi donc, celle-là qui règle maintenant les problèmes. Donc voyez-vous, donc ici, du point de vue transaction électronique, du point de vue commerce électronique, le législateur sénégalais quand même a prévu beaucoup de cadres juridiques, a prévu beaucoup de dispositions qui protègent le compte. Alors, si on s'en limite en tout cas même à ces textes-là, on voit ici quand même le législateur sénégalais n'a pas laissé en rade le consommateur. Il a pris en tout cas tous ses intérêts dans le cadre de ces transactions. Maintenant, reste maintenant au consommateur d'aller chercher l'information. Reste maintenant au consommateur d'aller voir ce que le législateur a prévu pour lui. Ensuite, maintenant, après le droit à l'information, c'est-à-dire avant d'entrer en contact, nous avons rappelé donc quelles sont les informations que le fournisseur, que le marchand, un cybermarchand doit donner mettre à la disposition donc, du consommateur. Maintenant, s'il ne respecte pas cette obligation d'information, on pourra engager ultérieurement sa responsabilité. Deuxième outil de protection mis en place par le législateur sénégalais en faveur du consommateur, c'est la consécration d'un droit de rétractation au profit du consommateur. C'est important. Et je pense que souvent quand j'interviens dans certaines écoles, malheureusement, je me rends compte que la plupart d'entre eux, ils ne connaissent même pas l'existence de ces lois. Ils ne savent même pas qu'au Sénégal, le délai de rétractation dans les cadres des transactions électroniques est prévu. Pourtant, depuis 2008, 12 ans maintenant. Et le commerce électronique, les transactions électroniques se développent de jour en jour. Le cadre juridique, il est là pour protéger les consommateurs. Mais, malheureusement, ils ne connaissent pas l'existence de ces cadres juridiques-là. Alors, l'article 12, relatif donc au commerce électronique, accorde aux consommateurs ayant conclu un contrat par voie électronique le droit de se rétracter sans indication de motif et sans pénalité dans un certain délai. Alors, il faut remarquer ici le délai de rétractation qui consiste à revenir sur sa décision, à conclure un contrat et en partant un certain nombre de jours dire que moi j'ai changé d'avis. Cela met en tout cas, remet en cause un principe qui date de longtemps en droit commun, qui dit que le contrat légalement formé tient de loi à ceux qui les ont
à ceux qui les ont fait. Donc, en droit sénégalais, au terme donc, de l'article 96 du Code des obligations civiles et commerciales, à partir du moment où vous avez conclu un contrat, en principe, vous n'avez pas le droit de revenir en arrière sous peine de voir s'être engagé civilement. Alors, mais ici, le législateur sénégalais a dit, dans le cadre des transactions électroniques, dans le commerce électronique, un consommateur sénégalais, lorsque vous achetez en ligne, vous êtes d'accord, vous avez vu le produit, vous avez envoyé une commande, le vendeur a validé la commande, il a livré le produit, vous avez un délai de 7 jours. Vous avez un délai donc de 7 jours pour voir si vous allez changer d'avis ou pas. Donc le délai de rétractation, je le fais maintenant de se changer d'avis, de dire que j'avais accepté ça, personne ne m'avait contraint, mais je change d'avis. Le délai de rétractation, donc, c'est le fait maintenant de dire je change d'avis, mais cela n'est valable qu'en matière de droit de la consommation au Sénégal. Mais du point de vue droit des obligations, droit commun, pour le moment, on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Donc, du point de vue donc, de rétractation, c'est quoi? Elle reconnaît au consommateur une faculté de rompre unilatéralement l'engagement auquel il a consenti pendant un certain délai sans avoir avancé un motif particulier, ni payer quelques pénalités à l'exception le cas essayant des frais de produit. Alors, pour la mise en œuvre très rapidement maintenant du droit de rétractation, parce que c'est un droit qu'on accorde au consommateur, nous allons essayer, il ne nous reste pas trop de temps, nous allons essayer maintenant de pouvoir résumer cette partie. Peut-être si l'occasion, en tout cas, nous est offerte dans les prochains jours, peut-être de pouvoir venir continuer le thème. Alors, la mise en œuvre du droit de rétractation obéit aussi bien à des conditions de fond que des conditions de forme. Maintenant, s'agissant des conditions de fond, c'est l'article 15 relatif au commerce électronique qui précise la rétractation ne peut intervenir que lorsque le consommateur a la possibilité d'essayer le bien commandé ou d'en faire usage sans que l'exécution ne soit instantanée. Souvent, parce que l'origine même en France du droit de rétractation, c'est à travers maintenant les gens s'avaient rendu compte avec le marchandage à domicile ou par en ligne, il y a des gens, les professionnels abusaient. Ils abusaient dans leur façon de faire. Le législateur français, depuis longtemps, a prévu maintenant un délai de rétractation de 7 jours. Mais ça dépend, ça peut même aller jusqu'à 3 mois, ça dépend maintenant si le consommateur n'a pas, le cybermarchand n'avait pas commis des erreurs dès le départ, comme le défaut d'information. Alors, il faut préciser également très rapidement qu'il y a des cas où le droit de rétractation est impossible à être donc appliqué. Donc, il y a des cas où vous ne pouvez pas retourner le produit que vous avez acheté. Il y a des cas où vous ne pouvez pas changer d'avis. Et ça, maintenant, c'est l'article 16 relatif au décret, donc portant décret donc, sur le commerce électronique, qui le prévoit, sauf convention contraire pour les cas. Donc, en cas de fourniture de services dont l'exécution a débuté avec le consentement du consommateur, mais avant l'épuisement du délai. Des fournitures de produits confectionnés suivant ces indications ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés. Fermeture d'enregistrement, fourniture de journaux périodiques, vente conclue lors des ventes. Par exemple, si vous avez fait une commande, vous avez fait une commande d'un produit ou bien par exemple d'un habillement, mais on a pris vos mesures, vous avez envoyé vos mesures, on a confectionné ça selon vos indications. Ah, là, vous ne pouvez pas changer d'avis. Par exemple, on a mis là-bas
si le Lacoste ou le t-shirt que vous avez commandé, on a mentionné là-bas votre nom. Vous ne pouvez pas dire que je change d'avis. Parce que qui va venir acheter un t-shirt qui a votre nom? Non, c'est pas possible. Donc là également, il faut préciser, le droit de rétractation n'est pas un droit absolu. Il y a des limites. Il y a des cas où ce droit-là, il est limité. Donc ça, c'est l'article, donc il faut faire recours donc à l'article 16, donc sur les transactions, sur le commerce électronique. Alors l'autre chose à préciser, c'est que il faut également dire, dans tous les pays de ce monde actuellement, le commerce électronique, les transactions électroniques sont en train de se développer. Même si, pour le cas de l'Afrique, il faut le préciser, le rythme est un peu lent par rapport aux autres. Mais nous avons constaté, avec l'avènement du coronavirus, que même les pays où ce n'était pas développé, c'est en train de développer. Parce qu'avec le confinement, avec le semi-confinement, où on demande aux gens de rester chez eux, quand vous restez chez vous, vous avez de l'argent, il y a une entreprise qui propose des offres en ligne, il vous dit, faites votre commande, on va livrer ça. Il faut nous donner juste votre adresse, le numéro de votre maison, là où le quartier, le numéro de votre maison, on va venir vous livrer ça. Vous avez de l'argent, c'est ce qui fait que donc, avec le développement, avec l'avènement du coronavirus, les transactions électroniques sont multipliées. Et je pense que quand les gens qui seront chargés, en tout cas de faire un rapport par rapport à ça, c'est que l'année prochaine, quand ils vont faire au bilan, ne soyez pas étonnés de voir, en tout cas, le taux croissant donc, du développement des transactions électroniques. Alors, toujours pour protéger le consommateur, dans certains pays, comme la Chine par exemple, la Chine a prévu un autre mécanisme, peut-être spécifique, pour toujours dans le sens de protéger le consommateur dans les transactions électroniques. Alors la Chine, qu'est-ce qu'ils ont prévu? C'est le fait de chercher un intermédiaire. C'est-à-dire, le commerçant, le consommateur, quand il fait la commande, il ne va pas payer directement au commerçant, mais il va payer l'argent, déposer l'argent pour le compte d'un autre tiers. Ce tiers, il va garder l'argent jusqu'à ce que le consommateur reçoit le produit et qu'il soit satisfait. Dès qu'il reçoit le produit comme indiqué et qu'il est satisfait des qualités du produit, il est satisfait, il a constaté que tout ce qui a été dit à travers le produit sont exacts, dans ce cas, il va maintenant donner l'ordre au tiers maintenant de virer directement l'argent pour le compte donc du cybermarchand, du cybercommerçant. À mon simple avis, je pense que ça c'est également une très bonne protection pour le consommateur. Le fait de chercher, imaginez au Sénégal également, s'il y avait deux personnes qui sont là, qui sont considérées comme étant des intermédiaires. Si vous faites une commande, par exemple à Jumia, en ligne, vous payez l'argent à une personne X, la personne garde l'argent, jusqu'à ce que Jumia vous livre le produit. Si vous vous rendez compte, le produit n'est pas conforme aux caractéristiques, que le produit n'est pas de qualité, ce qui a été dit, c'est pas vrai. Si il y a cette personne-là qui a gardé votre argent, la loi chinoise vous dit directement, il faut, si c'est ainsi, vous allez dire au tiers, ne versez pas l'argent, remettez-moi l'argent, parce que le produit, je ne suis pas satisfait du produit. Je pense, à mon avis, ça c'est le meilleur moyen de protéger le commerçant. Si on le fait, je pense que les entreprises, attention, ils vont faire trop attention. Parce qu'il y a certaines entreprises, ils savent que la plupart des consommateurs, ils ne connaissent pas les voies et recours. La plupart des consommateurs, ils ne connaissent pas leurs droits. La plupart des consommateurs, quand il s'agit d'entamer une action en justice, pour parfois un produit, si le montant n'est pas aussi élevé, on dit que bon, la justice est lente, il y a la lourdeur au niveau de la justice, et donc je vais risquer de perdre mon temps. Même si je vais gagner le procès, je vais être indemnisé à la fin, ce que je risque de gagner, ce n'est pas beaucoup. Donc, vaut mieux maintenant laisser tomber. Donc, c'est ce qui fait que donc, les entreprises qui vendent en ligne, qui connaissent cette psychologie-là, ils peuvent maintenant, s'ils sont de mauvaise foi, si elles sont de mauvaise foi, elles peuvent abuser, pouvoir aller
aller donc ne pas respecter des engagements. Ils peuvent dire des choses, mais après quand vous vous rencontrez, parce que ces transactions électroniques, il y a deux choses. Soit toute la transaction se fait en ligne, par exemple, quelqu'un qui achète des ouvrages électroniques, vous payez en ligne, on vous envoie les ouvrages en ligne. Ça, tout se passe en ligne. Il n'y a pas moyen de se déplacer. Par contre, il y a certaines transactions, la commande se fait en ligne, mais la livraison se fait physiquement. Dans tous les cas, en tout cas, il faut prévoir maintenant là. Alors, au Sénégal, en ce qui concerne maintenant la juridiction compétente, la loi sur les transactions électroniques au Sénégal prévoit c'est que quand en principe, la juridiction qui est compétente, c'est la juridiction qui se trouve au lieu où se trouve maintenant le vendeur. C'est ce que la loi sénégalaise a dit. Mais la loi sénégalaise précise toujours que cette disposition n'empêche pas, en tout cas aux consommateurs sénégalais, ou en tout cas aux consommateurs qui se trouvent, qui bénéficient de l'application des dispositions de la loi sénégalaise, de pouvoir bénéficier des avantages que lui accorde donc la loi sénégalaise. Donc pour la publicité électronique, également c'est prévu donc, au niveau de la loi sur les transactions électroniques, mais en même temps également au niveau du décret relatif donc, au commerce électronique. Normalement, le temps qui nous est accordé arrive épuisé. Et nous n'avons pas peut-être pu aborder